Bienvenue au 308 pour l'Archipride 2018. Vous avez pu prendre connaissance des différents services et vous avez pu visiter donc le 308 et prendre connaissance des différents services présents à la fois au 308 et sur la Nouvelle-Aquitaine avec les 4 maisons de l'architecture, les 2 centres de formation, les syndicats, la MAF. Voilà, vous avez pu échanger et vous pourrez encore le faire tout au long de la journée si vous le souhaitez. Depuis le 12 septembre 2017, les conseils de l'ordre Aquitaine et Limousin et Poitou-Charentes ont fusionné au profit du conseil de l'ordre de la Nouvelle-Aquitaine. Ça représente 2389 architectes inscrits sur la Nouvelle-Aquitaine et un peu moins de 900 sociétés, je crois. Pour continuer à assurer correctement nos missions, nous avons fait le choix de maintenir en place, en plus du siège de Bordeaux, les 3 antennes régionales appelées pôles de Limoges, Poitiers et Pau. À leur tête, vice-président et groupe de conseillers, que je crois que vous allez voir voilà, sur les différents slides. Groupe de conseillers qui assure cette représentativité souhaitée. Nous avons également un vice-président aussi rattaché au siège de Bordeaux, donc 4 vice-présidents. Ils peuvent recueillir et faire remonter les problématiques les plus quotidiennes et locales. Concernant l'ordre, vous aurez tout à l'heure une présentation par Benoît Angèle, vice-président et rattaché au pôle de Poitiers, et Laurence Servat, notre directrice, qui vous feront une petite présentation de nos missions avant votre prestation de serment. L'Archipride 2018, c'est donc la première promotion des jeunes inscrits à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Cette année, 100 jeunes inscrits répartis sur l'ensemble du territoire. Bon, on apprenait aujourd'hui qu'il n'y en avait pas sur Poitiers, donc voilà, il va falloir se poser, on va sûrement en parler. 62, je crois, présents aujourd'hui. L'Archipride, c'est d'abord le moment de votre prestation de serment, bien sûr, mais c'est aussi une journée que nous avons préparée spécialement pour vous. Une journée d'information, d'intégration, de rencontres entre confrères, de cohésion. Une journée également de réflexion, cette année autour de l'évolution du métier d'architecte avec table ronde que nous aurons vers 16h30, 2 tables rondes, la maîtrise d'œuvre traditionnelle avec 4 agences de taille différentes et d'implantation et de fonctionnement différents. Ça, c'est pour la première table ronde. Et la seconde, ce sont sur les pratiques, on va dire, alternatives, avec aussi 4 expériences différentes. Nous finirons la journée, bien sûr, par un moment festif. Ce n'est pas qu'une journée de travail et d'information, mais sous des couleurs plutôt cubaines. Donc voilà, ça sera pour ce soir. L'Archipride est parrainée chaque année par une personnalité différente. Si je vous dis que Patrick Bloch est adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'éducation, de la petite enfance et de la famille, membre du Parti socialiste et conseiller de Paris depuis 1995, si je vous dis qu'il a été député de la 7e circonscription de Paris de 1997 à 2017 et maire du 11e arrondissement de Paris de 2008 à 2014, cela ne vous éclairera pas sur la raison du choix que le Conseil de l'ordre de Nouvelle-Aquitaine et moi-même avons fait. Si je vous dis qu'en tant que député, il a été rapporteur de la proposition de loi sur le PACS, dont il est co-auteur avec Jean-Pierre Michel, ou qu'en 2016, il a porté la loi Liberté, Indépendance et Pluralisme des médias, dite loi Bloch, ou bien qu'il a siégé au sein du conseil d'administration de France Télévisions, ça ne vous éclaire peut-être toujours pas. Mais en revanche, si je vous dis qu'à partir de juin 2012 et jusqu'en juin 2017, il a présidé la commission des affaires culturelles de l'éducation et de l'Assemblée nationale et qu'à ce titre, en juillet 2014, il a présenté à la ministre de la Culture son rapport pour une création architecturale désirée et libérée. Vous commencez peut-être à comprendre le lien qui s'est construit avec cet ami, ce défenseur de l'architecture et des architectes. Un lien fort et une compréhension rare chez un homme politique qui, bien que grand amateur et défenseur de culture, n'avait peut-être pas celle de l'architecture. De son rapport est née la stratégie nationale pour l'architecture, présentée en octobre 2014 par Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture et de la Communication. Une nouvelle étape vers une loi majeure pour la qualité du cadre de vie, pour laquelle il a marqué à chaque instant un investissement et une détermination sans faille.
Monsieur Patrick Bloch, vous invitez en tant que parrain dans cette période délicate à un sens tout particulier par rapport à ce que vous souhaitiez en juillet dernier lors des universités d'été au lendemain des élections. Je me permets de vous citer. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour dire tout simplement que l'architecture est indispensable dans notre quotidien. Je dis souvent que l'enjeu architectural aujourd'hui, ce ne sont pas les bâtiments iconiques dont les médias sont friands, mais l'architecture ordinaire, extra, avec cet enjeu d'intérêt général qui est évidemment la construction de logements, qui peut passer et qui passe souvent par des constructions neuves, mais qui peut passer par la voie de la réhabilitation. Loger nos concitoyens dans de meilleures conditions et pas seulement dans une démarche quantitative, mais aussi qualitative. La qualité architecturale en tant que telle. Eh bien, cette volonté politique, j'espère qu'elle va s'exprimer rapidement et que tout ce que nous avons posé comme base va produire ses effets. Quel contexte! Reconnaissant de votre investissement et de la détermination dont vous avez fait preuve jusqu'au bout du cheminement de la loi LCAP, votée le 7 juillet 2016, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes sûrs que vous saurez trouver les mots avisés par rapport au contexte délicat dans lequel nous vivons aujourd'hui, alors que la loi Elan est en pleine discussion à l'Assemblée nationale, avec les risques qu'elle présente comme, on va dire, détricoter ou saper les procédures garantissant la qualité architecturale pour la production des logements sociaux. Le Conseil et moi-même, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Comme je vous tournais le dos, vous n'avez pas pu voir que vous m'aviez fait rougir, Madame la Présidente, et jusqu'à me citer, ce qui m'amenait quelque part à me dire « mais que vais-je pouvoir ajouter d'autre ?» Voilà. Je suis très ému, je vous le dis sincèrement, de me retrouver devant vous aujourd'hui, parce que je devais déjà venir à Bordeaux, il y a de cela quelques temps. J'étais encore député, président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Et puis au dernier moment, il a fallu que je mène une bataille parlementaire dans le cadre de la discussion du budget pour sauver le financement des CAUE. Voilà. J'ai défendu un amendement et malgré mes collègues députés de la Commission des finances, je l'ai fait adopter. Voilà. Les CAUE sont financés avec une certaine pérennité aujourd'hui. Bref, au dernier moment, j'avais dû malheureusement vous demander d'excuser cette absence. Et du coup, je suis d'autant plus heureux, voilà, d'avoir pu répondre aujourd'hui à cette proposition qui vraiment me touche énormément, d'être, si j'ai tout compris, le parrain 2018 des jeunes inscrits à l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai cru comprendre que c'était la première promotion, évidemment, de cette grande région. Alors, vous avez été amené effectivement à évoquer des éléments d'un parcours et d'une belle histoire, car je l'ai vécu avant tout comme une belle histoire, au service de l'architecture, de la qualité architecturale et bien sûr au service des architectes, donc finalement au service de l'intérêt public, comme le dit si bien l'article 1er de la loi de 77. Et puis j'ai trouvé comme un clin d'œil que ce soit l'Archipride. Voilà, moi qui, comme papa du Pax, ai fait beaucoup d'autres prides. Voilà. Voilà, bref, je me retrouve totalement dans ce qui nous amène à nous retrouver aujourd'hui. Et effectivement, vous avez évoqué le fait voilà, que j'ai été amené à m'intéresser aux enjeux qui sont au cœur de l'exercice de votre profession. C'était à la fin de l'année 2013. Je terminais mon mandat de maire du 11e arrondissement. J'avais d'ores et déjà décidé de m'appliquer le non-cumul des mandats, c'est-à-dire de ne pas me représenter étant député, sans en être contraint. Et j'avais vécu de manière très, très passionnée, si j'ose dire, les enjeux de l'urbanisme dans un arrondissement parisien que vous connaissez peut-être, qui est le 11e,
arrondissement de 150 000 habitants et étant sans doute l'arrondissement qui accueille aujourd'hui le plus grand nombre d'agences d'architectes à Paris. Et finalement, je me suis dit très simplement, voilà, comme dans beaucoup de mes choix de vie d'homme public, comment puis-je être utile? Donc, sans qu'on ne me demande rien, j'ai persuadé mes collègues députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, ça n'a pas été trop difficile puisque je la présidais, de mettre en place une mission d'information qui a duré 6 mois, qui nous a amené à auditionner un nombre impressionnant de personnes. À la fin, j'ai établi une petite comptabilité. Nous avons dû auditionner 63 architectes. Et avec d'autres collègues députés, nous avons travaillé sur 2 pistes qui nous interpellaient beaucoup. La première, c'était de nous dire comment cela se fait-il que dans un pays comme la France, si attaché à son patrimoine, jusqu'à organiser bientôt un loto du patrimoine, avec la nostalgie qui souvent nous caractérise, comment se faisait-il que dans ce pays, les 2/3 des constructions neuves soient réalisées sans architecte, soient conçues et réalisées sans architecte? Paradoxe français, paradoxe national, alors que dans nombre d'autres pays proches du nôtre, qui nous ressemblent tant, le réflexe culturel de faire appel à un architecte est je dirais, naturel. Pour le plus petit des travaux, certains disent jusqu'à construire la cabane du jardin. Ça, c'était notre première interpellation. Et puis, la seconde interpellation, c'était aussi la manière dont s'exerçait, nous étions en 2013, la profession d'architecte dans notre pays. Et nous dire qu'il y avait quelque part voilà, un problème à partir du moment où l'architecte n'était plus au cœur du projet, de la conception à la réalisation et à la livraison. Et qu'il y avait des rapports de force pour beaucoup de nature économique qui avaient amené à ce que son rôle reste certes important, mais n'ait pas cette centralité, avec la capacité qui est, je dirais, naturellement la sienne, de pouvoir être celui qui tire le fil et celui qui surtout est l'interlocuteur de toutes celles et de tous ceux qui peuvent intervenir dans le cadre d'un projet d'architecture, d'un projet urbain. C'est à partir de là donc que nous avons commencé nos auditions. Nous avons ainsi auditionné un très grand architecte, auteur de bâtiments iconiques célèbres et très médiatisés, qui peut-être à l'époque, parce qu'il était en conflit ouvert pour la construction d'un grand équipement municipal au nord-est de Paris, je vous donne quelques indices, est arrivé donc devant les membres de cette mission d'information, s'est assis, et je lui ai dit « Vous avez la parole, monsieur Jean N ». Et sa première phrase a été, avec la solennité qu'on lui connaît, « En France, les architectes sont humiliés ». Alors ça nous a terriblement impressionnés, comme vous l'imaginez. Mais ça nous a interpellés. Sans doute le propos était-il excessif, mais cela nous confirmait qu'il y avait problème. Et nous sommes rentrés dans cette mission, dans ces auditions, avec avant tout une préoccupation extrêmement forte qui nous a été livrée pour qu'on la partage, c'est nous sommes en France dans un pays de normes qui s'accumulent au nom d'intérêts tout à fait légitimes, la sécurité des personnes, l'accessibilité, les normes environnementales aujourd'hui, mais cette accumulation de normes souvent contradictoires qui donc s'ajoute en couche sédimentaire, fait que la création architecturale est totalement bridée. Et donc nous avons ressenti le besoin, à travers donc un certain nombre de propositions, de libérer cette création architecturale
jusqu'à instituer à l'article 88 de la loi LCAP, quelque temps plus tard, ce qu'on appelle communément le permis de faire. Substituer à une norme, à une logique prescriptive, celle des normes, eh bien, les objectifs à atteindre. Les objectifs plutôt que les moyens. Et puis, c'est vrai que c'est dans un second temps qu'on s'est dit qu'il fallait aussi que notre travail contribue à créer, et je l'évoquais il y a quelques instants avec ces 2/3 de construction neuve donc réalisée sans architecte, qu'il fallait absolument créer un désir d'architecture dans notre pays. Et c'est ainsi que nous avons cheminé en faisant 36 propositions et donc en intitulant ce rapport pour une création architecturale désirée et libérée. Ce rapport, personne ne nous l'avait demandé, personne ne me l'avait demandé. Donc, nous l'avons rédigé, nous l'avons rendu public, c'était en juillet 2014, et puis le rapport aurait pu se retrouver sur une étagère, comme beaucoup de rapports, et notamment de rapports parlementaires. Et puis voilà, il faut toujours des circonstances. Voilà. Jacques Delors m'a dit un jour, en politique, tu sais, le plus important, c'est souvent les circonstances. Et il y a eu des circonstances, mais ces circonstances politiques parfois étonnantes. Il a fallu qu'Aurélie Filippetti quitte le gouvernement, qu'une nouvelle ministre arrive, Fleur Pellerin, que vous avez citée, Madame la Présidente, pour que Fleur Pellerin, nouvelle ministre arrivant rue de Valois, se dise « qu'est-ce que je peux faire ?» que n'a pas fait celle qui m'a précédé. C'est ce que fait tout nouveau ministre en général. Et c'est dire, ah bah tiens, il y a le rapport de Bloch. Eh bien, je vais m'en saisir. Et à partir de là, effectivement, dès le mois d'octobre 2014, été lancés 3 groupes de travail qui ont extraordinairement bien travaillé et qui ont construit cette stratégie nationale pour l'architecture. On aurait pu en rester là, aux intentions. Mais il y avait aussi dans les tuyaux législatifs 2 projets de loi, un projet de loi sur la création, un projet de loi sur le patrimoine, dont il a été décidé à un moment donné qu'il n'en ferait qu'un. Projet de loi création et patrimoine. Et on s'est dit, mais voilà un support législatif idéal pour que ça devienne finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la loi LCAP, loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Le combat fut rude. Il y a en France des lobbies puissants. Voilà. J'en retiens 2 qui m'ont fait souffrir comme rapporteur. Les géomètres experts, s'il y en a ici qui ne m'en veuillent pas trop, ils sont bien défendus au niveau national. Et puis les bailleurs sociaux, enfin ceux de l'USH tout du moins, pas mes bailleurs sociaux parisiens. Eux, ils viennent encore d'exprimer avec force leur conviction que le concours est déterminant, non seulement pour trouver de nouveaux talents, mais évidemment pour la qualité et la beauté des projets. Mais voilà, l'Union sociale de l'habitat ne voulait pas du concours et voulait y échapper, pour des raisons qui, pour moi, restent obscures. Sinon, de véhiculer ces idées reçues, que je pense nous avons fait reculer entre 2014 et 2017. Comme quoi un architecte, ça présenterait 2 inconvénients, ça ferait perdre du temps et en plus ça coûte cher. Voilà. Donc je vous dis ça parce que ces idées reçues, tout ce que je vous raconte, a essayé de contribuer, voilà, à faire reculer, à faire tomber ces idées par trop souvent répandues. Sur le permis d'aménager, par exemple, c'est-à-dire la nécessité d'imposer un architecte pour tout projet d'aménagement supérieur à 2500 mètres carrés. Je ne vous dis pas la bataille réglementaire pour la fixation du seuil. Eh bien, je me souviens d'avoir été interpellé par un député socialiste comme moi, qui, m'interpellant comme député parisien, m'a dit « Mais tu ne peux pas comprendre. Toi, à Paris, tu représentes une circonscription, celle du quartier de la Bastille, où les gens ont les moyens de se payer un architecte. Mais moi, dans le bocage vendéen, puisqu'il était député de Vendée, donc aujourd'hui, pas encore de Nouvelle-Aquitaine, c'est pas loin, c'est la frontière. Hein. Donc député, les gens n'ont pas les moyens de se payer un architecte.
parce que les géomètres experts travaillent bien sûr gratuitement, comme chacun sait. Voilà, donc voilà comment c'est organisé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de la façon la plus claire qui soit. Et c'était un député de mon groupe. Sur le concours, pour les bailleurs sociaux, là aussi, c'était des députés de mon groupe. Et pour cause, très attachés au logement social, mais il ne fallait pas que les bailleurs sociaux soient contraints à passer par le concours. Voilà, je vous raconte toutes ces batailles, parce que ça fait un peu ancien combattant. Ne m'en voulez pas trop, mais il fallait choisir un autre parrain pour cela, parce que votre présidente m'y a invité fortement. Non pas pour justifier ma présence, mais peut-être pour vous l'expliquer. Et puisque c'est une Pride, et en l'occurrence l'Archi-Pride, eh bien, voilà, je voudrais effectivement que vous soyez, au moment où vous allez prêter serment, au moment de votre inscription à l'ordre, pour les plus jeunes d'entre vous, je voudrais que vous ayez cette fierté. En tout cas, j'ai essayé, voilà, là où j'étais, dans les responsabilités qui étaient les miennes, de contribuer à ce que vous retrouviez cette fierté. Mais les combats ne sont jamais terminés. Et on peut avoir des phases heureuses auxquelles succèdent parfois des phases moins heureuses, des phases un peu régressives. Alors je ne voudrais pas perturber, si j'ose dire, parce qu'il y a un côté festif, hein, avec de la musique cubaine en plus ce soir. Donc je ne voudrais surtout pas perturber, évidemment, voilà, l'aspect festif, quoique solennel, de cette journée. Et donc, je vous épargnerai tout le mal que je pense de la loi Elan, vous le devinez, et je me retrouve à vos côtés, donc pour essayer voilà, de rectifier le tir, comme on dit, et je voudrais vraiment féliciter chaleureusement le Conseil national de l'ordre et les conseils régionaux pour leur mobilisation, les syndicats aussi. Et là aussi, s'est passé quelque chose. J'évoquais la fierté, mais il y a aussi dans la fierté une combativité. Voilà, on est fier, et puis ça nous amène à être combatifs. Et je l'avoue, en tant qu'observateur, sinon objectif, tout du moins extérieur, je n'ai jamais vu les architectes autant mobilisés qu'aujourd'hui pour défendre des acquis qu'il a fallu, si j'ose dire, qu'on a eu non sans mal, et pour éviter qu'on rentre à nouveau dans une phase et dans une période de régression. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu très étroitement avec une grande dame que je salue, qui s'appelle Catherine Jacot, qui a été la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes durant toute l'histoire que je vous ai racontée. J'ai fréquenté assidûment beaucoup de présidents de conseils régionaux de l'Ordre, jusqu'à ce que, hasard, je croise Éric, voilà, à la Biennale d'architecture, pas plus tard que le week-end dernier, puisque nous avons attendu pendant 1h30 le Vaporetto qui nous permettait de quitter l'aéroport. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, les architectes aujourd'hui savent se mobiliser, savent se battre. Ils ne le font pas pour eux-mêmes, en partie peut-être, mais ils le font voilà, pour qu'il y ait en France une qualité architecturale qui soit meilleure, qui soit plus grande. Vous l'avez évoqué en me citant, mais c'est vrai, dans ce rapport, on n'a pas été amené à prendre trop de temps sur cette architecture très médiatisée des bâtiments iconiques, etc. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'architecture effectivement du quotidien. Et ce qu'on a appelé cette architecture ordinaire, mais extra grâce à vous. Et il y a derrière tout ça un enjeu majeur, un enjeu d'intérêt général. On avait été très interpellés par cette première page de Télérama il y a quelques années, qui disait la France moche, voilà, et qui pointait les entrées de ville, l'étalement urbain, ces lotissements pavillonnaires, bref, tout ce qui enlaidit effectivement notre pays. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'architectes. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'architecture. Je le répète à nouveau pour insister, article 1er de la loi de 77, l'architecture est d'intérêt public.
Et puis cette grande loi qu'il faut défendre, parce que justement, elle est attaquée dans l'élan, la loi MOP de 85. Voilà, c'est tous ces combats qu'il faut mener. Mais je vous dis, soyez fiers d'être architecte. Voilà, vous avez un rôle, de mon point de vue, majeur à jouer. Parce que, grâce à vous, il faut que dans les années qui viennent, la France, tout du moins, pour ne parler que de notre pays, même si beaucoup d'entre vous courront les airs, sinon les océans, pour aller travailler dans d'autres pays. Mais voilà, je compte sur vous pour que la France soit plus belle. Qu'elle ne soit pas plus belle seulement d'un point de vue esthétique, pour ses paysages, pour ses villes, mais qu'elle soit aussi plus belle humainement. Parce que votre rôle, il est aussi là. Votre rôle, c'est aussi un rôle humain tout à fait déterminant. Parce que vous êtes celles et ceux qui êtes en capacité de convaincre ceux qui décident, et d'abord les élus, et puis d'embarquer des populations entières, des habitants, des concitoyennes et des concitoyens, pour les persuader de la pertinence de ce que vous leur proposez et de la pertinence des projets que vous portez. Alors, la profession d'architecte a beaucoup évolué. Vous travaillez évidemment aujourd'hui et vous travaillerez de plus en plus dans un cadre collectif. Et puis, vous serez en capacité évidemment de faire appel de plus en plus à des compétences extérieures, mais vous devez plus que jamais être au centre de tous ces déterminants. Et de ce fait, je vais terminer en vous disant, je l'ai écrit, c'était il y a 4 ans, je pense que c'est toujours vrai, ce qu'est être architecte aujourd'hui. L'architecte, donc, et c'était l'objet de tout ce que je viens de vous raconter, doit être replacé au centre de la construction du quotidien. Figure de l'universalité, il doit avoir les compétences pour agréger toutes les autres autour d'un projet. Il sait se faire urbaniste et aménageur, créateur et ingénieur, porte-parole des citoyens, conseiller du responsable politique et pilote de chantier. C'est à cette seule condition que la création architecturale pourra retrouver une place digne de ce nom, à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, un aménagement du territoire de qualité, une ville inévitablement durable. Voilà, j'espère que ces paroles ne pèsent pas trop lourdement sur vos épaules. Votre responsabilité est grande, mais quelque part, vous le savez, vous avez choisi, voilà, d'être architecte parce que vous aimez l'architecture et que c'est un choix de vie. Donc voilà, je vous souhaite bon vent, bon courage, beaucoup d'énergie, mais vous avez compris que voilà, on compte beaucoup, beaucoup sur vous, voilà, pour que, je le répète, la France soit plus belle. Merci.